Bienvenue dans ce nouveau truc d'animation. J'espère que vous avez passé un bel été. Et moi, j'en ai profité aussi pour regarder un petit peu, pour me naviguer dans les différents trucs d'animation que je vous ai fait déjà depuis 2017. Et il y en a plus de 320. Alors, pour vous aider à en profiter vraiment et retrouver les choses qui peuvent vous intéresser, j'ai décidé de proposer dans quelques semaines une encyclopédie vidéo de la coopération. Et je vous ferai des petites vidéos en plus sommaires pour pouvoir naviguer plus facilement. Mais en attendant, aujourd'hui, nous allons voir, nous allons nous poser la question de l'influence de la taille des groupes. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes suivant les petits groupes, les grands groupes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment un groupe est influencé par sa taille. Et pour ça, il faut bien comprendre que l'on a des limites cognitives. Nous sommes, alors je vais parler des humains, hein, pour les extraterrestres, je ne sais pas, pour les IA, je ne sais pas si elles font des groupes pour l'instant, non, je ne crois pas. Mais en tout cas, pour les humains, on a une limite. Et cette limite, elle est connue en anthropologie comme le nombre de Dunbar, avec Robin Dunbar, qui a découvert que la taille des groupes humains était de 150. Alors 150, c'est pas très éloigné d'ailleurs des grands singes qui sont à 140 et les poussières, hein. Bon, les nombres varient un petit peu parce que c'est quand même assez approximatif, mais malgré tout, ça donne un ordre de grandeur. Et ça explique que, par exemple, les villages au néolithique, avaient plutôt 150 personnes, et puis même les centuries de César, avaient 150 soldats, et donc on arrive à voir, à comprendre tout ce qui se passe. Le problème, c'est que ça, c'est la personne qui va gérer le groupe, qui va être le patron du groupe, le chef, si vous voulez, le chef de village. Et donc, finalement, comment on a fait pour dépasser cette taille-là et arriver à faire des villes, voire de plusieurs milliers d'habitants, voire des pays aujourd'hui jusqu'à plus d'1 milliard d'habitants. Et pour ça, il a fallu utiliser une astuce parce qu'on n'a pas changé notre cerveau, mais on a changé notre culture. Et on a inventé pour ça, les dieux de la ville. Et en fait, on a inventé les représentants du dieu de la ville. Alors, du coup, tout le monde connaît Dieu, donc tout le monde connaît son représentant, donc tout le monde connaît la personne qui gère la ville, et lui, il n'a pas besoin de connaître tout le monde, donc finalement, même avec une cognition humaine, on arrive à se débrouiller. Alors, ça pose quelques petits problèmes quand même, puisque à partir de ce moment-là, on n'a pas simplement eu des conflits comme on a eu chez les grands singes, par exemple, mais on a eu aussi des guerres qui peuvent durer sur la durée, puisque en général, après un conflit, les singes, ils s'épouillent, nous, on va aller boire un verre ensemble, mais lorsque c'est une guerre, c'est beaucoup plus long, ça peut même redévelopper une autre guerre des années après, et puis on va avoir non plus 150 personnes qui vont se battre, mais plutôt on peut avoir des 50 millions, c'est le taille qu'on considérait avant, voire dans les conflits modernes comme en Ukraine, 500 millions jusqu'à, pardon, 500 000 jusqu'à 1 million de belligérants de chaque côté. Et donc finalement, on a changé l'ordre de grandeur. Et puis au passage, comme il a fallu inventer aussi des dieux pour la ville, on a aussi inventé la multiplication des fake news. Donc vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà d'il y a 10 000 ans. Mais ça, c'est pour les groupes en étoile. Et pour les groupes en réseau, comment ça marche? Et pour ça, il y a à la fois cette limite cognitive qu'on trouve en anthropologie, mais une deuxième chose. Et pour ça, regardez la situation ici. Alors, c'est un match de basket féminin. Et la personne à droite qui a le ballon, là, donc la joueuse en bleu, elle doit évidemment comprendre son lien avec la personne en haut, en bleu, et la personne en bas à gauche, en bleu. Mais elle doit aussi comprendre le lien de la personne en haut vers elle, la personne en bas vers elle, et en plus les liens de chacune des deux autres joueuses vers l'une vers l'autre, et éventuellement savoir aussi avoir des éléments pour bien comprendre chaque personne, finalement, un peu est-ce qu'elle a bien mangé, est-ce qu'elle est en forme aujourd'hui, etc., pour arriver à jouer. Donc ça veut dire que non seulement il faut le nombre de Dunbar, donc une capacité cognitive, mais cette capacité cognitive, au lieu que ce soit des personnes, ce sont des liens, dans un sens, dans l'autre, ou même avec elle-même éventuellement. Et donc vous voyez que là, dans ce cas-là très simple de 3, on a 2, 2, 2, et encore 3, ça nous fait, ça nous fait 9 liens. Donc ça veut dire que là, on a 9 liens à faire. Et si on a 12 personnes, par exemple, on va avoir 144 liens. Alors c'est marrant parce que ça fait un peu biblique notre histoire. Et d'ailleurs c'était très intéressant parce que les anciens étaient des très fins observateurs. Alors évidemment on pense dans la religion chrétienne à Jésus en étoile, et lorsqu'il est parti, il n'y avait plus que les 12 apôtres, cette fois en réseau, et donc il n'y avait plus un chef, puisqu'il était parti, et donc on est passé d'une étoile à un réseau, et donc de 13 à 12. Ou alors, chez les Grecs aussi, dans l'Olympe, il y avait plein de dieux chez les Grecs, mais dans l'Olympe, il n'y avait que 12 places. Et si un dieu devait arriver dans l'Olympe, il fallait en virer un autre, et donc il y avait toujours 12 places. Et donc ce que les anciens avaient découvert par l'observation, on l'a retrouvé aujourd'hui dans les neurosciences et dans l'anthropologie.
Alors du coup, eh bien, ça va nous permettre de voir déjà comment on va pouvoir dépasser ça. Parce que les anciens, ils connaissaient un petit peu ça. Et puis, il y a quand même quelques exceptions, hein. Alors, si je prends le sport, effectivement, dans les sports d'équipe, il y a quand même une exception. Le football, c'est à 11, mais il y a une exception. Oui, bien sûr, vous pensez au rugby, à 13 ou à 15. Alors comment on fait? Est-ce que le rugby est joué par des extraterrestres? Non, c'est par des humains qui ont toujours une capacité de cognition de limiter à une douzaine lorsqu'on est vraiment en réseau et il n'y a pas une personne qui distribue tout le temps avec dans une oreillette lorsqu'on est sur le terrain. Et l'astuce, eh bien, c'est qu'en rugby, c'est assez fascinant. Beaucoup des actions sont comme un seul homme. Le pack, c'est quand on avance ensemble et donc là, chacun avance comme un seul homme. Ou la mêlée, eh bien, avance comme un seul homme aussi, se déplace comme un seul homme. Et donc, en fait, chaque joueur n'a pas besoin de comprendre 15 ou 13 unités, mais il a juste besoin de comprendre moins de 15, probablement une dizaine, surtout quand il y a le pack ou des choses comme ça. Et donc du coup, eh bien, on a pu dépasser, mais bon, ça fait quand même pas beaucoup, hein, on arrive à passer à 13, 15 éventuellement. En musique d'ailleurs, en musique de chambre ou alors en jazz band, eh bien, on arrive aussi à avoir des octuors, des non-octuors, etc. jusqu'à 12. Et à 13, eh ben, il faut un chef d'orchestre, sinon eh ben, on n'arrive plus à se synchroniser. Donc vous voyez, en fait, ce nombre-là qu'on retrouve aujourd'hui dans la science, mais qui était déjà perçu par les anciens, eh bien, est une sorte de limite. Mais autant on a dépassé notre limite cognitive du nombre de Dunbar pour les groupes en étoiles depuis longtemps, donc on fait des très grands groupes de plus de 10 000. Comment on va faire pour dépasser cette taille de 12? Parce que c'est bien, bon, on peut faire des petits ateliers, on peut faire des réunions, on peut faire des choses comme ça, ponctuellement. Allez, si à un moment donné on est 15, on va peut-être jouer comme un peu au rugby, il y en a certains vont être moins actifs que d'autres, bref, on va se débrouiller, mais on ne va pas faire des grands groupes avec ça. Alors comment on va faire? Eh bien pour ça, on va avoir une petite astuce, et cette astuce, elle va tout changer. Pour bien comprendre, il faut comprendre que dans un groupe classique en réseau, donc nous sommes capables de jouer jusqu'à 12. Donc ça veut dire qu'en gros, eh bien, jusqu'à 12, dans une équipe, que ce soit en musique, en sport ou en travail d'équipe, eh bien tout le monde bosse. Parce que, bon, à quelques exceptions près peut-être, mais enfin, si quelqu'un ne joue pas dans un quatuor en musique classique ou au football, ça va se voir quand même, hein. Et puis, bah, le problème, c'est que dès qu'on dépasse 12, alors peut-être les spectateurs peuvent le voir, mais en fait, on voit beaucoup moins dans le groupe qu'est-ce qui se passe. Et donc, à partir de 12, eh bien, c'est plus facile de rien faire. Et donc, si on ne fait rien, ça ne se voit pas trop. Donc, on peut être un passager clandestin. Et donc, on pourrait dire qu'en dessous de 12, tout le monde bosse. Mais en dessous de 12, eh bien, personne ne fait rien. Alors, personne ne fait rien, mais avec quelques exceptions. Et c'est ces exceptions-là qui vont nous intéresser particulièrement parce qu'elles vont nous permettre de donner la clé pour arriver à faire fonctionner des grands groupes de 100, 1000 personnes, voire beaucoup plus. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir 1 à 5% à peu près toujours de proactifs qui prennent des initiatives et toujours 10 à 20% à peu près de gens qui réagissent. C'est-à-dire que quand on leur propose quelque chose, eh ben, ils le font et puis ils continuent avec ça. Sur la durée, hein, ponctuellement, on peut dépasser ça, mais en général, eh bien, on a toujours à peu près ça. C'est un papier assez ancien qui est sur la participation illégale en ligne et qui est bien connu, hein, et donc qui est bien vérifié d'ailleurs. C'est assez étonnant, c'est peut-être d'ailleurs la chose la plus étonnante de tout ce que je vous dirais dans ces trucs d'animation, mais c'est quand même bien vérifié. On a toujours sur la durée, sauf très ponctuellement, hein, au début ou lors d'un événement, mais sinon en général, eh bien, on a toujours 10-20% à peu près de gens qui réagissent. Alors le problème, c'est que on voudrait, si jamais c'est toujours les mêmes, ben, on va faire un cercle vicieux, c'est toujours les mêmes qui bossent, et puis moi j'ai pas intérêt à m'y mettre parce que sinon je vais mettre ça et puis après je vais avoir le bras complet. Bref, c'est pas terrible. Alors la deuxième aspect, eh bien, c'est de voir qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'actifs. Et il se trouve que pour les humains, on sait également combien ça fait beaucoup. Si je vous présente une image avec, je sais pas moi, une maison avec des fenêtres ou des personnes, et que je retire la photo, et que je vous demande après coup combien il y avait de fenêtres ou combien il y avait de personnes, eh bien jusqu'à 5, 6, 7, 8, allez, 9 quand vous êtes vraiment bien luné, eh bien vous pouvez arriver à les compter a posteriori. À 5 c'est facile, pratiquement tout le monde y arrive. À 9 il y a déjà un peu moins de monde, surtout au XXIe siècle, mais enfin certains y arrivent. Et à partir de 10, eh ben, à part quelques autistes de haut niveau qui ont remplacé les neurones sociaux par les neurones justement de cette mémoire de travail, eh ben, on n'a pas quand même, on a beaucoup de mal. Et puis bon, des Asperger avec des autistes de haut niveau, vous savez, vous avez peut-être vu ces vidéos où on promène quelqu'un en hélicoptère au-dessus de la ville et puis après il va vous dessiner, une fois rentré, l'ensemble de tous les immeubles avec toutes les fenêtres et tout sera juste. Bon, vous n'en aurez pas beaucoup dans vos groupes. Donc on va considérer que dès que vous avez au moins 10 personnes, eh bien, ça va faire beaucoup.
Et là, ça devient très intéressant. Alors, on en avait parlé aussi dans l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, si on associe ces deux choses-là, si on a 10-20% de réactifs, et mais qu'en tout, eh ben, ces 10-20%, ils sont moins de 10. Bon, on va dire c'est toujours les mêmes qui bossent et on va avoir un cercle vicieux avec un désengagement progressif. Si par contre on a au moins 10 personnes, et puis éventuellement 11, 12, 15 et plus, eh bien à ce moment-là, on va avoir un cercle vertueux en disant ah tiens, ça marche bien, et là les gens vont commencer à s'appliquer beaucoup plus facilement. Alors on va faire un petit calcul, c'est très simple, hein, mais regardez, imaginez qu'on est, allez, que 10%, hein, on n'est pas très très bon. Si on n'est pas très bon, on a 10%, si on est bon, on a 20%. Là, je compte pas les proactifs, je compte au moins ceux qui agissent, hein, donc ceux qui réagissent aussi, hein, ceux que l'on peut voir là-dedans. Donc les personnes qui n'agissent pas peuvent voir effectivement qu'il y a des gens qui font des trucs. Et donc on n'a que 10% des personnes, et ces 10% doivent être 10 au moins. Eh bien pour 100%, il faut combien il faut qu'il y ait de personnes dans le groupe. Alors, 10% des personnes doivent être au moins 10, 100% des personnes doivent être au moins 100. Et là, eh bien, on a quelque chose de tout à fait étonnant, mais à partir de 100, on a un cercle vertueux qui se met en place naturellement. Alors maintenant, on va pouvoir distinguer les différents types de groupes, et ça, là, ça va devenir intéressant. Alors d'abord, un groupe, ça commence à 3. À 2, c'est de l'interpersonnel. C'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. D'ailleurs, si vous discutez à 2 et puis qu'une troisième personne arrive, eh bien, on se comporte plus tout à fait de la même manière, parce qu'on est dans un collectif, même tout petit, à 3, mais à 2, eh bien, on est dans une relation interpersonnelle. Alors entre 3 et 12, on a vu, on est dans des petites équipes ou des ateliers, hein, ça peut être des petites équipes, ça peut être des ateliers si c'est plus ponctuel, hein, par exemple. Et bon, si ponctuellement, une fois, pendant 1 heure, vous avez un peu plus de monde, vous avez 14, 15, 20 personnes, on arrive à peu près à se débrouiller, à ce que ça soit, à ce que tout le monde participe plus ou moins quand même, malgré tout, hein, tout en restant en réseau, sans être un système trop en étoile. Mais finalement, à 12, eh bien, ça marche bien. Et puis, on a vu que les grandes communautés eh bien, commencent à 100. Alors, l'astuce, c'est que si on veut faire des choses, alors à 100, bon, on va avoir des personnes, mais on ne sait jamais lesquelles vont bosser. Puisqu'en fait, c'est 10-15%, mais 10-20%, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Et donc, là, eh bien, on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec des petits ateliers ou des équipes. Et puis, ben, on va pouvoir passer à l'échelle avec des communautés. Donc, on va faire des communautés d'ateliers. C'est ce que je vous présente, les méthodologies que je vous présente dans ces trucs d'animation qui vont nous permettre, effectivement, de pouvoir passer à l'échelle. Donc, une communauté avec des ateliers. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre 12 et à peu près 100, hein, ça va jusqu'à quelques milliers, parce qu'à partir de... Quand on est trop nombreux, après, on ne se voit plus. Donc, ceux qui sont actifs, ben, ils n'ont plus l'impression d'avoir de la reconnaissance parce qu'il y a trop de monde actif. Donc, dans ce cas-là, ben, ça marche un peu moins bien. On va voir là-dessus. Mais regardons d'abord, focalisons-nous sur entre 12 et 100. Entre 12 et 100, eh ben, on a ce qu'on appelle un groupe intermédiaire. Alors, peut-être vous avez votre communauté où il y a 30 ou 50 personnes. Alors, pas de panique. Il y a quand même une solution, c'est que ça marche mais pendant un temps limité. Donc jusque peut-être même sur les 2 premières années, eh bien vous pouvez quand même malgré tout avoir les choses avec la dynamique de départ, mais après, eh bien, ça risque de s'essouffler. Et moi, mon objectif, évidemment, dans ces trucs d'animation, c'est pas simplement de vous proposer de faire des choses collectivement avec des petites équipes, pas simplement de vous proposer de travailler avec des grandes communautés, mais que ces grandes communautés, eh bien, on puisse fêter ensemble les 10 ans de cette communauté, et donc elles soient durables également. Et pour ça, eh bien, il va falloir donc passer à 100, mais pas forcément tout de suite. C'est ce que j'ai appelé le booster 100. Le booster 100, c'est quand vous arrivez à 100, eh bien, naturellement, vous aurez suffisamment de réactifs sans ramer, sans courir après tout le monde, etc., mais beaucoup plus facilement. Alors, ça veut dire que votre objectif, même si vous êtes dans un groupe de taille intermédiaire, eh bien, c'est d'avoir 100 personnes d'ici à peu près, allez, 2 ans en général avec après la naissance du groupe, ou alors si vous relancez un peu le groupe là avec des nouvelles méthodologies que je vous propose, eh bien voilà, vous avez 1 an ou 2 tranquille quand même pour arriver à faire ça, et donc tranquillement. Et puis, ben, comment on va faire? Ben, au-dessus des communautés, on a vu, on s'y perd un petit peu. Alors à ce moment-là, on va faire des écosystèmes de communautés. Si on prend les colibris, par exemple, eh bien, il va y avoir un écosystème de communautés locales. Et dans ces communautés locales, qui peuvent être assez grandes, pour certaines, eh bien, on va avoir des petits ateliers, des petits groupes de travail, des petites équipes qui vont faire telle chose ou telle chose. Donc vous voyez qu'on commence à avoir des niveaux intermédiaires. Alors, le niveau entre quelques milliers, quelques dizaines de milliers, là, il est un peu plus facile à franchir quand même, parce qu'on a quand même l'effet de groupe, etc. Et puis, bon, les chiffres deviennent de plus en plus approximatifs, donc c'est moins un problème. Mais avec ça, eh bien, on peut commencer à monter, à avoir quelques centaines, quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de personnes qui sont en réseau, mais non plus simplement comme un grand réseau, mais comme une hiérarchie d'écosystèmes, de communautés, d'ateliers.
Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait commencer à aller plus loin? Eh ben, en fait, dans les travaux qu'on fait actuellement, on se rend compte qu'il y a la possibilité de passer encore au-dessus. Mais au-dessus, eh ben, on ne va pas faire une sorte de communauté avec une identité qui permettrait de mettre tout le monde dans la même identité. Il y a déjà plein de choses qui existent. On va plutôt mettre en réseau ces communautés et ces écosystèmes de communautés. C'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi avec la nuée, par exemple, qui est juste une communauté de connecteurs. Et un connecteur, c'est quelqu'un qui est dans plusieurs communautés. Et donc, il y a une personne qui dit, bah, tiens, dans ma communauté, on a un atelier qui pourrait intéresser d'autres. Et puis, bah, d'autres connecteurs disent, bah, tiens, moi, je pense que ça peut intéresser ma communauté. Ils prennent l'invitation, ils l'envoient tout simplement. On en avait parlé d'ailleurs dans des connecteurs pour relier les groupes. Et on avait vu effectivement comment on pouvait avoir effectivement des niveaux comme ça. Alors ça devrait nous mener, je pense, j'espère, aux millions, voire des dizaines de millions, si on est toujours dans la même chose. Donc c'est ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant. On n'est pas encore capable de faire du réseau à 8 milliards, mais il faut se rappeler que jusqu'au début des années 2000, les communautés qui marchaient en réseau, elles n'avaient pas fait exprès. On ne savait pas, on ne comprenait pas tout ça. On n'avait pas encore toutes ces informations-là. Et donc maintenant, eh bien, on a la possibilité quand même malgré tout d'avoir, grâce à ces différents niveaux là-dessus. Et puis d'ailleurs, on en a parlé parce que ces niveaux-là, rappelez-vous, dans un vieux truc d'animation où on a parlé de la complexité, c'est pas compliqué, que dans les règles de la complexité, lorsque vous avez des éléments, par exemple des humains, et puis un grand groupe, donc un très grand groupe, eh bien la marge d'escalier est trop haute. C'est bien qu'en fait le groupe il vive par ses statistiques. On appelle ça une foule pour les humains, et il va réagir comme une foule, donc pas de façon très intelligente. Et pour pouvoir propager l'intelligence collective depuis les intelligences individuelles jusqu'au niveau le plus large, eh bien on va mettre des niveaux intermédiaires. En termes techniques, on appelle ça un niveau méso. Et donc, c'est tous ces niveaux des méso, on voit des petites équipes, des communautés d'ateliers, des écosystèmes de communautés, et même une mise en réseau de ces communautés, de ces écosystèmes. On voit au passage que l'endroit où on bosse vraiment, c'est souvent au niveau des ateliers. D'ailleurs, si on regarde Wikipédia, c'est très très grand. Mais qu'est-ce que c'est qu'un groupe de travail ou un atelier, même ponctuel? Eh bien, c'est les personnes qui vont rédiger un article. Alors, bon, ça ne fait pas un article très, très intéressant, mais quand il y a quelques personnes, il y a des échanges entre eux, ils vont travailler, c'est un petit groupe de travail, en gros, hein, et pas forcément beaucoup de monde. Alors, il y a quelques articles où il y a eu plus que 12 personnes. C'est pas les articles les plus simples. Hein. Je pensais à l'article sur les sectes, par exemple, où là, ça a été assez conflictuel et il y a pas mal de gens qui sont interagis, mais ça marche moins bien, effectivement. Mais les articles qui sont faits entre 3 et 12 personnes, eh bien, ça marche plutôt bien. Et puis, bah, Wikipédia va mettre tout ça en réseau. Et donc, Wikipédia n'est que la somme de tous ces petits groupes qui produisent des articles, tout simplement. Et puis, certaines personnes sont dans 2 groupes, certaines dans aucun, certaines dans un seul groupe, etc., etc. Alors, à vous de jouer. D'abord, quelle est la taille de votre groupe? Que ça soit un groupe de travail, que ça soit une grande communauté, que ça soit plus grand. Et est-ce que vous êtes dans le creux intermédiaire, vous savez, entre 12 et 100? Alors dans ce cas-là, eh bien, je vous envoie un autre truc d'animation qui était comment inviter de nouveaux membres, où on voit que vous allez pouvoir progressivement, à dire, préparer les choses. Alors plutôt que d'inviter petit à petit, c'est plus facile de se préparer et puis à un moment donné de lancer des nouvelles invitations pour avoir votre groupe qui va grossir. Si vous êtes 30, et bien après vous allez peut-être être 50, et puis après vous allez être soit 80, et puis après plus de 100 peut-être, et même beaucoup plus, c'est ce que je vous souhaite. Et donc vous allez pouvoir être progressivement, sans s'affoler, tranquillement, eh bien, à allumer le booster 100 pour que votre groupe à partir de 100 fonctionne plus facilement. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me donner la taille de votre groupe et puis les difficultés que vous avez justement par rapport à cette taille-là et l'implication des membres par rapport à tout ça. Vous pouvez évidemment vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker quel que soit l'endroit où vous voyez cette vidéo, alors donc que ce soit sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, sur les blogs et sur tous les blogs amis ou les réseaux sociaux amis, que je remercie d'ailleurs, qui republient ces trucs d'animation. D'ailleurs, vous pouvez vous-même les republier très facilement si vous pensez que c'est utile pour votre groupe, puisque en fait ils sont en licence Creative Commons, c'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de les publier, vous avez juste à citer la source, c'est tout ça, mais vous n'avez même pas besoin de me demander l'autorisation, vous pouvez les republier facilement. Et puis, ben, si vous ne l'avez pas encore, je vous propose de télécharger mes conseils personnalisés. Alors, c'est un livre dont vous êtes le héros. Je vais vous poser des questions. Alors, il y a la question de la taille du groupe, mais il y a plein d'autres questions. Et en fonction de vos réponses à toutes ces questions-là, eh bien, je vais vous orienter vers des petites astuces, des petites choses pour pouvoir faire évoluer, améliorer votre groupe progressivement. Et pour ça, eh bien, vous avez juste besoin de sélectionner le type de groupe que vous avez, et puis à partir de là, eh bien, promenez-vous dans ce document-là en fonction des questions qui vous emmèneront à différentes réponses pour pouvoir
faire un groupe qui soit de plus en plus actif et de plus en plus durable. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.